Bonjour à tous et bienvenue à cette session consacrée à l'apport des sciences humaines et sociales dans le champ des maladies rares. Je tenais à dire pour commencer que la Fondation Maladies Rares a littéralement transformé le paysage de la recherche en sciences humaines depuis presque 10 ans. Et cette année, cette initiative a été redoublée par un nouveau appel à projet européen que la Fondation Maladies Rares a coordonné. Nous allons écouter pendant cette table ronde, pendant cette première partie de la matinée, 3 lauréats de l'appel à projet de la Fondation Maladies Rares en sciences humaines et sociales. Et je vais donner tout de suite la parole à Federico Di Rocco, qui est professeur de neurochirurgie au CHU de Lyon et qui va nous parler de comment améliorer l'annonce du diagnostic et accompagner les patients et leur entourage à travers une recherche qu'il a déposée et qu'il a été lauréat de l'appel à projet sur la craniosténose. Donc, merci beaucoup, Federico Di Rocco, de prendre la parole. On vous écoute. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc au nom, à mon nom et au nom aussi de Madame Collinet qui est sur le plateau. Donc on voulait vous remercier encore une fois la Fondation pour avoir choisi notre projet et pour l'invitation à être ici pour le présenter à nouveau, présenter ses résultats et l'analyse qui a eu lieu ensuite aussi et les conséquences que cette étude a eues sur notre prise en charge. Donc l'objectif de notre étude était d'analyser l'annonce diagnostique dans le cadre de la craniosténose en prenant justement la craniosténose comme exemple de maladie rare et pour essayer de trouver aussi des règles un peu plus générales des axes d'amélioration de l'annonce et de les extrapoler aux autres maladies rares pour que ce soit un message un peu plus large et universel. Par définition, dans la maladie rare, on a souvent des problèmes d'errance diagnostique, de difficulté à poser ce diagnostic qui est souvent fait dans des centres surspécialisés. Donc, par définition, c'est compliqué pour le médecin traitant de poser le diagnostic. Et les parents, parce que dans le cas de la craniosténose, on a affaire souvent à des parents qui cherchent un diagnostic pour leur enfant. Les connaissances sont limitées par définition et malheureusement celles des médecins traitants des pédiatres peuvent l'être aussi, ce qui emmène donc à parfois un retard diagnostique qui peut poser problème et rendre l'annonce plus difficile dans un deuxième temps. On s'est intéressé donc à la craniosténose, qui est une maladie rare, bien évidemment, qui touche donc l'enfant, comme je disais, le nouveau-né, qui altère la croissance du crâne, qui peut avoir une résonance aussi importante parce qu'elle peut engendrer des conséquences au niveau des fonctions cérébrales, au niveau de la vue, en dehors, en plus du problème esthétique. Et donc, il y a cette double composante qui rend la prise en charge complexe. Et c'est une prise en charge qui est principalement chirurgicale. Donc, c'est une chirurgie qu'on va faire chez le nouveau-né avec un risque de morbidité, un risque de mortalité qui est non nul. Et donc, vous comprenez que l'annonce de ce diagnostic, la confirmation du diagnostic, est un moment très difficile à cause de la mise en danger qu'elle comporte pour l'enfant. Donc, c'est vécu de façon difficile par les parents, avec la mise en danger, aussi les différentes composantes de leur vision de l'enfant, ce qui rend bien évidemment cette annonce problématique. Et donc, on a un problème de à quel moment se fait cette annonce, parce que parfois, il y a une étape intermédiaire de diagnostic radiologique qui commence à évoquer ce diagnostic, ou parfois par le médecin traitant ou le pédiatre. Donc, il y a un décalage dans le temps de ces diagnostics. Et puis, finalement, les parents arrivent chez le spécialiste qui va confirmer ce diagnostic et confirmer, du coup, aussi les peurs et les angoisses parentales. Donc l'objectif, c'était de voir vraiment comment se passait cette annonce, comment on pouvait aussi chercher des axes d'amélioration avec une vision multidisciplinaire, notamment en ajoutant les points de vue sociologiques, psychologiques et puis l'analyse statistique, bien évidemment, derrière.
Donc, comment on l'a fait? Donc, on a voulu comprendre quel était le vécu des parents et des patients pour les enfants plus grands qui étaient capables de nous le dire, avec des questionnaires, donc des centaines de questionnaires qui ont été envoyés en fonction de différentes formes de crâniosténose, parce qu'il peut y avoir des formes qui vont être dans des cas de syndrome, encore plus complexes, des enfants qui ont été du coup multi-opérés, et des fois des formes qui sont d'origine héréditaire génétique, et du coup des situations qui pouvaient aussi être variées, mais la majorité étaient des formes unisuturaires, les formes les plus simples, avec une seule opération et un seul cas dans la famille. On a eu aussi des entretiens avec les familles, et puis un troisième volet, encore des centaines de questionnaires qui ont été analysés pour voir un peu les différences plus spécifiques en fonction de questions qu'on avait posées par rapport aux les étapes précédentes, et en s'intéressant aussi à différents sous-groupes en fonction du moment où ils avaient été opérés, c'est-à-dire des familles dont l'enfant a été opéré un an avant par rapport à ceux que l'enfant a été opéré entre 1 et 5 ans et ceux dont l'enfant a été opéré 10 ans auparavant, pour voir aussi l'effet dans le temps donc les résultats nous ont montré que l'annonce était un moment tout aussi dur que le jour de l'opération, pratiquement, avec un souvenir qui va rester vif, et donc peut-être un danger que les professionnels sous-estiment un peu ce moment en se focalisant, notamment pour ce qui est de la chirurgie, sur la prise en charge chirurgicale, et sous-estiment l'impact de ce moment de l'annonce. Quand on a regardé, pour illustrer ce que je viens de dire, l'analyse du stress en graphique, on voit que ce stress augmente dans le temps, et au moment de l'annonce, il va augmenter, il ne va pas être amoindri. Donc par rapport à avant, quand ils allaient arriver à la consultation, après l'annonce, le stress est tout aussi important et disons, augmente, va rester important jusqu'à l'opération. C'est qu'après l'opération, quand on va voir que l'enfant va aller bien, que les choses vont petit à petit se calmer chez les familles. Donc on a eu vraiment surprise de voir que l'annonce ne calmait en rien le stress parental, et puis aussi des autres pics à chaque dernière consultation, toujours dans la crainte que quelque chose n'allait pas bien. Donc on voit que au moment de la première consultation, finalement, le stress parental augmente, et la consultation ne permet pas de diminuer, et donc on a quand même des modifications. On a un soulagement, une certaine confiance, parce qu'on sort de l'inconnu pour aller dans un cadre nosologique plus cadré, plus précis, mais bien évidemment, il y a toujours les aspects difficiles de l'annonce d'une maladie aux parents d'un enfant, l'incompréhension, pourquoi ça tombe sur nous, qu'est-ce qui se passe. Donc il y a ces éléments-là qui sont très importants à analyser, et une situation de stress, encore une fois, qui reste malgré toutes nos tentatives de expliquer les choses le plus tranquillement possible. Ce qu'on voit aussi, c'est que le souvenir, comme je disais, va rester marqué dans la mémoire des parents. Donc ce sont toutes des choses qu'on voyait souvent dans le cas des maladies rares, mais qu'on a pu chiffrer, documenter, et qu'on voyait qu'il n'y avait pas de différence dans le stress rapporté en fonction de quand l'enfant avait été opéré. Donc vraiment un stress qui perdure dans le temps. Donc après, on a essayé de voir comment on pouvait améliorer donc cela. Donc on a vu quels étaient les points de faiblesse, en tout cas ceux qui étaient rapportés par les familles, qui se plaignaient de temps de consultation parfois trop court, le vocabulaire trop difficile, les explications insuffisantes ou l'écoute insuffisante. Donc vous voyez que ça reste quand même une minorité de parents qui trouver que les choses ne se passaient pas bien, mais en tout cas, on a essayé de vouloir répondre à ça. Et quand on demandait quelle était la consultation idéale, on avait la plupart des parents, disons, un tiers des parents qui disaient l'élément qui revenait le plus souvent, c'était plus de temps et des informations, vous voyez, la majorité des parents, des informations simples sur la maladie, sur le suivi, en même temps sans faire peur. Et donc là, on s'est rendu compte quand même que il y avait le décalage, parce que ces informations, on les donnait, mais évidemment, avec la sidération de l'annonce liée au fait que ça restait un diagnostic dur et avec des risques, vous comprenez bien qu'on avait ce qu'on voit aussi dans d'autres types de consultations, une partie des informations qui ne passaient pas, et donc même si on donnait les informations, elles n'étaient pas forcément intégrées, et donc ce manque persistait, en tout cas ce ressenti persistait. Donc on a décidé d'essayer de développer cela en scindant les consultations, c'est-à-dire qu'on a doublé les consultations. On va faire une consultation d'annonce
centrée sur l'annonce avec une psychologue présente, et puis une deuxième consultation qui va être, elle, décalée dans le temps, plus centrée sur la prise en charge, pour permettre qu'il y ait un moment de métabolisation des informations, et puis dans un deuxième moment, rediscuter de la prise en charge, alors qu'on a vu que quand on essaie de faire tout ensemble, les informations ne passent pas forcément, donc un impact important, je pense, pour la réponse à ces problèmes, et puis la multiplication des points de vue en associant les associations des parents, comme je vous disais, la possibilité de contacter les psychologues pour permettre aux parents d'avoir d'autres explications avec un autre langage et permettre de mieux comprendre les enjeux et les différentes étapes qui attendent les familles et les patients. Donc en pratique, grâce à l'étude que la Fondation nous a aidé à réaliser et l'apport donc des sciences humaines, c'était la réorganisation du parcours de soins. En même temps, bien sûr, essayer de réduire les temps d'attente. Et donc, vous voyez déjà un peu les difficultés de jongler entre un besoin de réactivité pour répondre rapidement aux attentes des familles, en même temps la multiplication des consultations, ce qui rend évidemment un jonglage avec les agendas difficiles. Et puis, comme on s'est rendu compte aussi que certaines informations étaient perdues, on a multiplié les supports visuels, on rajoute des schémas, on rajoute des explications et aussi la possibilité d'avoir des informations par les sites web de l'hôpital pour permettre que les informations soient aussi vérifiées, que les gens ne partent pas un peu à droite à gauche avec des informations qui peuvent être plus stressantes qu'autre chose. L'autre chose qu'on a vue et que le docteur Collinet va développer probablement ensuite, ça va être les conséquences qu'il y a eu aussi sur l'image de soi, l'impact sur les parents, l'impact professionnel, l'impact financier, parce que dans ces formes chroniques, parfois, un des parents arrête de travailler pour s'occuper de l'enfant. Et donc, pour permettre d'aider, en tout cas d'appréhender ces aspects-là, on a développé aussi des journées destinées aux familles, centrées sur l'accompagnement psychosocio-éducatif de ces enfants, des journées encadrées par nos psychologues, neuropsychologues, assistants sociaux, enseignants spécialisés, pour leur expliquer ce qui peut être fait en termes de démarches administratives, par exemple, ce qui peut être fait en accompagnement psychologique et neuropsychologique de proximité. Pareil pour l'école avec l'enseignant spécialisé qui va prendre contact, si besoin, avec les équipes pédagogiques de l'école ou du lycée, du collège de l'enfant pour avoir donc une relation individualisée et que les choses soient expliquées aux équipes pédagogiques qui, par définition, ne connaissent pas la maladie rare et qui sont souvent en difficulté pour que l'enfant puisse être encadré au mieux. Dans ce même sens, on a développé aussi un programme d'éducation thérapeutique du patient destiné aux petits-enfants et aux adolescents pour qu'ils puissent comprendre aussi la maladie, pour qu'on aide les familles à trouver les mots pour expliquer à l'enfant ce qu'il a eu, pour expliquer la cicatrice, pour expliquer aussi les difficultés qu'il peut avoir dans la relation autrui quand un degré de dysmorphie résiduelle persiste, et donc renforcer l'estime de soi avec donc l'objectif de permettre aux enfants de mieux comprendre ce qu'ils ont eu, de mieux vivre leur pathologie, leur malformation, et permettre donc de leur donner les outils pour interagir avec leurs compagnons de classe ou de collège. Un dernier aspect aussi de répercussions, donc des conséquences positives de cette étude, c'est qu'on s'est rendu compte que l'annonce diagnostique était étudiée au niveau des écoles de médecine, mais centrée sur certaines pathologies, notamment au niveau du cancer, mais qu'en pédiatrie, elle était parfois, disons, un peu sous-estimée, comment je vais vous dire, et donc l'importance de l'annonce aux parents d'enfants a été un peu renforcée par des enseignements dédiés à la fois aux étudiants de médecine à travers une forme de débat théâtral qui permet aux étudiants de 5e année de voir comment se passe avec des acteurs l'annonce, de pouvoir jouer le médecin qui va faire l'annonce et donc avoir un retour d'expérience directe dans un contexte protégé de simulation. Et puis un autre atelier de simulation relationnelle aux internes de neurochirurgie pédiatrique pour les mettre encore une fois dans une situation d'annoncer des maladies, pas forcément graves d'un point de vue médical, mais qui
parce qu'elles atteignent l'enfant, parce qu'elles mettent en danger l'enfant dans la représentation parentale, comme on vient de le dire, sont graves et qui du coup nécessitent des précautions particulières. Et c'est pour cela qu'on a voulu vraiment insister à la fois aux étudiants de médecine au sens large, plus encore pour les chirurgiens, pour qu'ils soient sensibilisés à ce problème. Donc encore une fois, un grand merci à la Fondation Maladies Rares pour nous avoir permis de faire ces études qui ont abouti à des changements importants dans l'organisation. Et maintenant, il faudra qu'on analyse si les changements qu'on a menés vont aboutir à une amélioration de notre pratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle présentation qui montre l'utilité de ces recherches en sciences humaines et sociales et comment elles peuvent amener les équipes à réfléchir sur leurs pratiques. Et je voulais vous poser une question plutôt assez personnelle. Federico, si vous acceptez de la répondre, Sure. Est-ce que vous pensez que vous avez changé votre manière de parler aux parents après avoir réalisé cette recherche? Est-ce qu'il y a des mots, par exemple, que vous ne prononcez pas ou que vous énoncez autrement? Est-ce que concrètement, dans votre pratique quotidienne, il y a des choses qui ont changé? On avait tendance en chirurgie, souvent en pédiatrie, à la minimisation. C'est-à-dire que on utilise souvent une petite incision pour une petite chirurgie, une petite cicatrice. Et donc là, on s'est rendu compte que petite cicatrice peut être, mais gros impact pour l'enfant et pour la famille. Et donc, effectivement, on fait attention maintenant à notre vocabulaire pour éviter ces formes de défense, qui sont des défenses naturelles des soignants. Donc, du coup, on a vraiment fait attention à ces deux éléments. La fuite en avant donnant tellement d'informations que finalement, nous, on a l'impression d'avoir fait bien notre travail, mais les parents nous redisent après, quand ils sont interrogés, qu'ils n'ont pas compris ce qu'on leur a dit, d'où la multiplication des consultations. Et puis l'autre fuite, disons, entre guillemets, via la minimisation qu'on essaye d'éviter, parce que malheureusement, comme je vous disais, il y a quand même une morbidité, il y a un risque de mortalité, et donc il ne faut pas que ce soit sous-estimé, parce que ne serait-ce que parce que un danger sur la vie de l'enfant par une petite incision, pour une petite chirurgie, reste incompréhensible. Et donc on fait vraiment attention au vocabulaire qu'on utilise. Merci beaucoup et je pense que les résultats de votre recherche ont un potentiel de transférabilité assez grande pour d'autres problématiques en dehors de la crâniosténose. Et bientôt, il y aura un livre publié par la Fondation Maladies Rares et je pense que votre recherche fera partie de l'un des chapitres de cet ouvrage qui permettra de mieux diffuser aussi ces résultats. Merci beaucoup. Je pense qu'il y aura des questions qui vont apparaître plus tard dans le chat. Et il y a une question, si je peux encore vous retenir quelques instants. Dans le cas de l'hyperplasie congénitale des surrénales, les parents sont souvent sortis de la maternité lorsque le résultat du test arrive et reçoivent donc un appel téléphonique qui leur demande de venir à l'hôpital en urgence car risque vital. Sans toutefois annoncer la pathologie. Cela est très traumatisant pour eux. Avez-vous des solutions? Alors là, on est dans une situation qui est très difficile parce que ce sont des tests qu'on fait, on va dire, systématiquement et il n'y a qu'une minorité d'enfants qui va, par définition dans la maladie rare, qui va avoir donc des besoins d'être revus. Donc, on est dans un contexte si difficile parce que on n'a pas moyen de revoir tous les enfants dans les temps pour que l'annonce soit faite oralement. Et donc, on pourrait imaginer dans un monde idéal que tous les enfants, dans les quelques jours après la naissance, soient revus par un médecin qui les informe dans une consultation en présentiel que le résultat sont normaux, et puis dans les rares cas que le résultat malheureusement est anormal, qu'il faut une prise en charge immédiate. Malheureusement, il n'y a pas les moyens de revoir tous les nouveau-nés dans un délai aussi rapproché. Donc il y a effectivement cette
contrainte d'une prise en charge immédiate, rapide et le fait que cela devrait se faire à l'hôpital. Et donc, il y a besoin que les gens soient convoqués rapidement à l'hôpital. Donc, malheureusement, on est dans une situation qui est très difficile. Donc, et je ne suis pas sûr qu'une téléconsultation puisse, en rajoutant l'aspect visuel de parler avec le médecin, soulager. C'est peut-être une piste, c'est-à-dire qu'on proposer une téléconsultation à la famille pour qu'on puisse leur expliquer et d'emblée commencer à répondre aux questions qu'ils vont avoir pour éviter ce delta qu'il y a entre il faut venir à l'hôpital, mais je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi, et les explications un peu plus détaillées faites à l'hôpital quelques instants après. Pour réduire ce biais, peut-être de nouveaux outils de téléconsultation pourraient nous aider. Voilà un nouveau projet à présenter à l'appel d'offres. Je pense que c'est un sujet tout à fait intéressant. Il y a d'autres maladies métaboliques qui sont concernées par cette annonce par téléphone à la sortie de l'hôpital et je trouve que c'est une thématique qui est tout à fait intéressante. Eh bien, on va devoir s'arrêter là pour cette première partie. Je voulais dire que chacun des porteurs des projets est accompagné d'une chercheuse qui va être là pendant la table ronde. Donc, Séverine Collinet est là. Il a travaillé main dans la main avec le professeur Di Rocco et elle sera là dans la table ronde pour aussi continuer à échanger sur cette recherche. Et maintenant, je vais donner la parole à Philippe Charon. Le professeur Philippe Charon est professeur universitaire, il est coordonnateur du Centre de référence pour les maladies cardiaques héréditaires ou rares et il est le directeur scientifique du projet PREDICT qu'il va vous présenter. Aussi, Céline Bordet, que je vais présenter plus tard, est là pour la deuxième partie et pour approfondir sur cette recherche aussi sur les tests prédictifs dans les maladies cardiogénétiques. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Marcella. Bonjour à tous. Merci à la Fondation Maladies Rares d'avoir sélectionné et soutenu notre projet. Et merci aussi au comité scientifique d'avoir retenu notre étude et nous donner l'opportunité de vous présenter effectivement cette étude PREDICT qui porte sur le test génétique prédictif en cardiologie. Alors, je commence par un cas clinique pour illustrer un peu les choses tout de suite. J'ai fait la connaissance de cette patiente à l'occasion d'une poussée d'insuffisance cardiaque alors qu'elle avait 58 ans, une maladie reliée à une cardiomyopathie dilatée. Elle avait auparavant une histoire cardiologique déjà avec des troubles conductifs à partir de l'âge de 42 ans qui s'était aggravé, qui avait conduit à implanter un pacemaker préventivement à 53 ans. Et puis les choses ont été assez vite et elle a nécessité une transplantation cardiaque à l'âge de 59 ans. Et quand on regarde l'histoire familiale, on constate qu'elle est assez chargée, avec une sœur qui a également une cardiomyopathie, un pacemaker et qui est décédée à 62 ans, une autre sœur qui a un pacemaker, un défibrillateur, mais pas de cardiomyopathie. Leur père est décédé subitement avant 30 ans sans qu'on ait d'explication tout à fait claire. D'autres atteintes dans la famille. On a réalisé un test génétique dans cette famille qui a conduit à identifier une mutation hétérozygote d'un gène qui s'appelle le gène des lamines, une laminopathie, et à identifier donc cette mutation chez tous les patients, chez tous ceux qui avaient développé déjà une atteinte cardiologique. Et la question qui se pose, c'est d'étendre le test génétique aux apparentés qui n'ont pas encore déclaré la maladie. Donc ça, c'est, alors j'ai pas de pointeur probablement, mais en tout cas, c'est la partie de la génération la plus basse et à droite. Vous voyez que parmi ceux qui ont 20 ans, 30 ans, et puis la dernière génération des adolescents, se pose la question de leur proposer un test génétique. On est en mesure de le faire. Et donc, je vous pose la question à tous, si vous étiez à la place de ces apparentés qui se portent bien, qui ont un bilan cardiaque normal, est-ce que vous souhaiteriez faire ce test, connaître votre résultat?
qu'est-ce que vous pensez de l'impact que ça peut avoir en termes d'impact médical, non médical? Eh bien, c'est ce que nous avons voulu explorer dans cette étude PREDICT, qui porte sur les maladies cardiaques héréditaires. Donc, je rappelle brièvement, il y a 2 grands groupes de pathologies, les cardiomyopathies et les maladies du myocarde, comme la forme hypertrophique ou dilatée, les canalopathies, maladies troubles du rythme, comme le syndrome de QT-long par exemple. Et globalement, ce sont des maladies qui exposent au risque de mort subite par trouble du rythme ventriculaire, et pour les cardiomyopathies qui exposent aussi au risque d'insuffisance cardiaque. La transmission, elle est le plus souvent autosomique dominante, donc ça veut dire un risque de 50% pour chaque apparenté au premier degré. Et puis, il y a un autre élément important, c'est que ce sont des maladies avec une expression cardiaque volontiers retardée, à l'âge adulte souvent, uniquement. Et c'est bien illustré dans la famille précédente, où les signes commencent à peu près vers 40 ans bien souvent. La particularité de ces maladies cardiaques et héréditaires par rapport à d'autres maladies génétiques, c'est qu'on a une prise en charge thérapeutique à proposer pour réduire de façon très importante le risque de complications. Encore faut-il qu'on puisse identifier précocement ces sujets à risque. Et le test génétique s'est développé rapidement dans la communauté médicale, y compris donc ce test génétique prédictif. Il s'est développé rapidement parce qu'il a un impact, un bénéfice médical assez clair de notre point de vue, puisque lorsqu'on propose un test génétique à un apparenté, ce qui est possible, on le rappelle, quand la mutation est préalablement identifiée dans la famille, eh bien, l'apparenté, en fonction du résultat, il va avoir une implication très pratique. Si l'apparenté n'est pas porteur de la mutation familiale, eh bien, on va pouvoir le rassurer, stopper le suivi cardiologique. Et puis, l'autre conséquence, c'est qu'il n'y aura pas de risque de transmission à la descendance. À l'inverse, quand on identifie la mutation chez l'apparenté, eh bien, on va organiser un suivi cardiologique. C'est essentiellement ça l'impact, c'est d'organiser le suivi cardiologique très régulier, avec en général une échographie, un électrocardiogramme, pour dépister le moment où la maladie va se déclarer. C'est ça l'enjeu, c'est dépister précocement le moment où la maladie se déclare, de façon à permettre une prise en charge thérapeutique optimale, précoce, pour prévenir les complications. Et puis au cas par cas, même dans ces formes, à cette étape initiale où il y a la mutation mais pas encore la maladie déclarée, au cas par cas on peut discuter selon les pathologies, notamment des restrictions précoces vis-à-vis du sport, parfois mais vraiment dans des rares cas instaurer un traitement médicamenteux ou donner une liste de traitements médicamenteux qui sont parfois contre-indiqués. À côté de cet impact médical assez clair, il y a aussi, et ça on s'en rend compte quand on fait ces consultations de rendu de résultats et quand on accompagne les apparentés, on a parfois des réactions qu'on peut qualifier de négatives ou en tout cas pas attendues et qui nous questionnent régulièrement dans nos pratiques. Parce que le fait d'annoncer à quelqu'un qui se porte bien, qui n'a pas de maladie encore, qu'il a une mutation et qui va développer une maladie très probablement dans le futur proche ou lointain, surtout si l'apparenté a un vécu de sa maladie qui parfois est assez douloureux dans sa famille, va évidemment pouvoir engendrer une anxiété qui ne sera pas négligeable du tout. Parce que l'incertitude va laisser place à une quasi-certitude de développer la maladie un jour. La pénétrance est souvent très forte dans ces maladies-là. Il y aura aussi des incertitudes résiduelles qui seront à quel moment la maladie va se déclarer. Est-ce que c'est dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Donc ça, c'est souvent vécu comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de ces apparentés. Et puis, il y a aussi une anxiété, voire une culpabilité à se dire qu'on a transmis ou qu'on va pouvoir transmettre la maladie à son tour à ses enfants. À côté de ça, on a aussi des impacts qu'on peut dire du registre socio-professionnel, parce que une fois que la maladie sera déclarée, eh bien, ça peut contre-indiquer certaines professions, soit à caractère sportif, soit certaines professions à risque pour les autres, comme pilote d'avion par exemple. Et donc, ça peut mettre un coup d'arrêt à certains projets professionnels dans ces cas-là. Et puis enfin, il y a souvent aussi une crainte, pas forcément justifiée, mais une crainte exprimée
sur les problèmes de confidentialité aussi du test génétique vis-à-vis, par exemple, des assureurs, des banques, même si, on les rassure, puisque la loi française protège vis-à-vis de cette transmission d'informations, mais ça reste une problématique assez présente. Et ce qui nous a conduit à l'étude, c'est aussi qu'il y a peu de données dans la littérature dans le domaine des maladies cardiaques héréditaires. Il y en a beaucoup dans d'autres domaines, les maladies neurodégénératives par exemple, mais il y a très peu de choses sur cet impact. Et donc, c'est pourquoi on a souhaité et proposé cette étude dont l'objectif principal était d'évaluer l'impact psychologique et socio-professionnel de la révélation de ce statut génétique chez des personnes qui sont à risque de développer une maladie cardiaque héréditaire. Il y avait un deuxième objectif qui était aussi d'étudier les modalités d'organisation des consultations et d'évaluer l'impact de cette organisation, le caractère pluridisciplinaire ou pas, le fait de prendre un délai de réflexion ou pas, sur cet impact. Mais ça, c'est une partie dont je ne parlerai pas parce que les résultats sont encore en cours d'analyse et donc on va se concentrer sur la première partie. L'étude a été menée dans 20 centres en France, une étude multicentrique, donc 20 centres qui sont des services de génétique, qui ont l'habitude de pratiquer ce test génétique prédictif, avec simplement un centre non génétique, un service de cardiologie, mais qui avait l'habitude aussi. On s'est concentré sur des adultes, donc qui étaient à risque de maladies, soit cardiomyopathie, soit canalopathie. Et vous voyez qu'on a pu inclure, alors il y avait deux parties, une étude prospective pour des apparentés qui venaient pour faire le test génétique prédictif, donc ça c'est 264 apparentés, et puis une étude rétrospective des sujets qui avaient fait dans les années précédentes un test génétique prédictif, et là on a 253 apparentés, donc adultes, qui ont été inclus. Vous voyez quelques éléments sur le profil qui est très similaire. En fait, les deux populations sont très proches, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes patients. 42-43 ans en moyenne, 60% de femmes, à peu près 80% de risque de cardiomyopathie, et puis 40 à 50% qui se sont révélés porteurs de la mutation familiale finalement. Et donc, un peu plus de 500 apparentés au total qui ont pu être inclus. Comment est-ce qu'on a évalué le ressenti, le vécu ou l'impact? Eh bien, via des auto-questionnaires qui ont exploré différentes dimensions. Et ça, c'est aussi une particularité de l'étude. On a développé des items pour évaluer l'impact socio-professionnel, le lien familial, l'évaluation de la structure de la consultation, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Et puis, on a étudié et utilisé évidemment des échelles qui sont bien validées, d'évaluation de l'anxiété, le score STAI, par exemple, IES, l'impact d'événements, également le niveau de détresse par rapport à cette annonce du résultat. Les questionnaires, alors, dans l'étude prospective, ils ont été remis à 3 moments différents, à peu près le même questionnaire, mais pour voir l'évolution justement des choses. D'une part, le premier questionnaire a été remis lors de la première consultation pré-test en début de cette consultation. Ensuite, le deuxième questionnaire a été remis lors de la deuxième consultation, juste avant l'annonce du résultat. Et le troisième questionnaire a été envoyé quelques mois après l'annonce du résultat. En moyenne, c'était à peu près 3 mois après l'annonce du résultat. Donc ça nous donne une idée de l'impact à court terme, on va dire, de la démarche. L'étude rétrospective, donc ils ont tous déjà eu avant un test génétique et un rendu de résultat. Et donc il y a un seul questionnaire qui a été rendu donc à distance et à peu près en moyenne à 4 ans, ce qui nous donne une évaluation finalement de l'impact à moyen terme, on va dire, dans cette situation-là. Alors les résultats, très brièvement, ils seront rediscutés plus en détail avec Céline Bordet lors de la plateforme. On s'est intéressé aux motivations initiales. Qu'est-ce qui les avait conduits à vouloir faire le test? On voit que c'est très proche entre les deux populations prospectives et rétrospectives. On voit que le motif médical n'était pas le premier, en tout cas, dans les motivations. Les motivations principales, c'était pour lever le doute et puis pour leurs enfants, pour savoir si leurs enfants étaient à risque. Donc on reviendra sur tout ça lors de la plateforme. On leur a demandé aussi si finalement ils regrettaient a posteriori d'avoir fait le test. Et en fait non, ça nous a rassurés aussi, puisqu'on voit que seulement 2% dans l'étude prospective et moins de 1% dans l'étude rétrospective regrettaient d'avoir fait le test.
On s'est intéressé au fait de savoir s'ils pensaient que le résultat avait eu un impact sur leur activité socio-professionnelle ou sur les liens au sein de la famille. On sait que ça peut parfois générer des tensions ou des difficultés après au sein de la famille. On voit là aussi que les choses sont assez comparables entre les deux populations prospectives et rétrospectives. Dans 2 tiers des cas, il n'y a pas eu d'impact. Dans 1 tiers des cas, il y a un impact, mais qui peut avoir été dans un sens favorable ou défavorable. Et quand on regarde plus spécialement le pourcentage pour lequel il y a eu un impact défavorable, il est relativement faible. On voit que c'est 3% dans l'étude prospective. Si on ajoute, il y a aussi 8% où il y a un impact mixte à la fois défavorable et favorable. Donc ça fait un peu plus de 10% d'impact globalement avec une composante défavorable. Et dans l'étude rétrospective, on voit c'est un petit peu plus important, 10%, pardon. Je suis un petit peu à distance de l'écran pour les modifications défavorables. Et quand on groupe avec l'impact mixte, donc ça fait à peu près 18%. Et les trois impacts un peu plus détaillés qui explicitaient cet impact défavorable, c'était l'impact sur des projets professionnels, c'était l'impact sur des liens au sein de la famille, et puis c'était l'impact sur des demandes de prêts bancaires, même si on l'a dit, normalement ça ne doit pas avoir de conséquences. On s'est aussi intéressé sur les facteurs prédictifs éventuels de l'impact et on voit, comme là on pouvait s'y attendre, que l'impact était plus important chez ceux qui se sont révélés porteurs de la mutation. On s'est intéressé donc au score d'anxiété et au score de détresse IES. Et là, vous voyez l'étude prospective et l'évaluation, enfin l'évolution dans le temps de ce niveau d'anxiété à gauche. Et on voit que le score STAI-ETA était donc lors de la première consultation pré-test à 31 en moyenne, ce qui est relativement faible, en dessous du seuil habituellement retenu de 35 pour une anxiété significative, on va dire, que lors de la deuxième consultation, donc juste avant l'annonce du résultat, on voit que l'anxiété a augmenté à 35. Mais de façon intéressante, on voit que lors du 3e questionnaire, donc après l'annonce du résultat, à peu près 3 mois après, on voit que le niveau d'anxiété est revenu au niveau de base, ce qui nous rassure là aussi. Et on voit que l'évolution du score de détresse IES est tout à fait similaire dans sa chronologie des choses. On s'est intéressé aussi à identifier des prédicteurs du niveau d'anxiété post-test, après l'annonce du résultat. Et ce qui ressort, c'est le niveau d'anxiété initial lors de la première consultation, qui est significativement associé avec le niveau d'anxiété post-test. Et de façon intéressante, quel que soit le résultat du test, aussi bien chez ceux qui étaient porteurs que chez ceux qui finalement n'étaient pas porteurs. Dans l'étude rétrospective, le niveau d'anxiété était un peu plus élevé, puisque la moyenne du score STAI-ETA était à 35. Donc on peut discuter éventuellement, et ça pourra faire l'objet d'une discussion lors de la table ronde après. Et quand on s'intéresse aux facteurs prédictifs de cette anxiété post-résultat, ce qui ressort assez clairement là, c'est les antécédents de dépression avant la démarche, qui est significativement associé à ce niveau d'anxiété après l'annonce des résultats. Donc en conclusion, je dirais que c'est la première étude, la plus large étude dans le domaine des maladies cardiovasculaires dans la littérature, que ce soit par la diversité des dimensions explorées par ces questionnaires, l'impact psychosocial, pas seulement le niveau de stress aussi, et c'est aussi la plus grande étude disponible en termes de nombre d'apparentés explorés qui ont participé à l'étude. Pour les résultats, alors on en reparlera plus en détail aussi avec Céline Bordet. Donc on a des choses intéressantes, on trouve, sur les motivations de ces apparentés, sur le fait que globalement, on est quand même rassuré aussi dans notre démarche avec le fait qu'il y a peu d'impact psychologique ou socio-professionnel, avec un bémol probablement qui est de dire que c'est dans les conditions où ça a été réalisé, c'est-à-dire dans des services qui ont l'habitude de faire aussi ce test génétique prédictif, qui sont soucieux d'accompagnement, avec une psychologue souvent présente lors de ces consultations également. Et puis on s'est intéressé aux facteurs prédictifs pour nous aider à mieux repérer aussi ceux qui nécessitent d'être accompagnés davantage, on en reparlera également.
Cette étude a été publiée l'an dernier. Je vous montrerai sur la diapo suivante les co-auteurs. Et puis juste comme perspective, on pourra en reparler. Donc ce qui nous intéresse là, on est en train d'analyser l'impact potentiel du niveau d'organisation, justement de la composition de l'équipe lors de la consultation, le délai de réflexion ou pas. Mais ça, c'est encore préliminaire. Et si l'abstract est accepté aux assises de génétique, on vous en parlera aux assises de génétique. Donc voilà les co-auteurs de la publication. Et donc je remercie tous ceux qui ont contribué. Ils sont très nombreux au succès de cette étude, que ce soit les 20 centres, que ce soit aussi les ressources internes du centre de référence avec les ARC qui ont fait la double saisie des 500 questionnaires multiples de tous les patients, ce qui est un travail considérable. Les psychologues qui nous ont accompagnés à la fois dans la maturation du projet et après son exploitation. Et essentiellement, je voudrais remercier Marcella Gargiulo. L'équipe de statistiques de la Pitié-Salpêtrière, l'équipe de Sophie Tesnas, les consultants, et puis donc la Fondation Maladies Rares que je remercie à nouveau d'avoir soutenu et accompagné ce projet. Merci. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation très claire. Et je pense que les messages que tu nous as fait passer, je pense qu'ils sont importants à souligner par rapport à la question de observer l'état de dépression et d'anxiété d'une personne qui vient consulter pour un test présymptomatique d'une maladie cardiaque est un facteur de prévention. Parce qu'on voit que par la suite, sont ceux qui sont les plus vulnérables. Et si on ne l'a pas vu avant, le risque, c'est que ces personnes soient plus vulnérabilisées suite à l'annonce du résultat. Je trouve que ça, c'est un message très important à faire passer, que ce soit dans le champ de la cardiogénétique et dans d'autres champs aussi, parce que je pense que Françoise va nous parler tout à l'heure dans son propre champ de recherche, et ce qui nécessite des moyens, du personnel et des équipes pluridisciplinaires pour pouvoir accueillir les familles quand ils viennent demander un test génétique présymptomatique. Il y a une question qui est posée par Maravik Milka. Elle demande: existe-t-il un cadre réglementaire pour solliciter les apparentés dans une famille où l'un d'entre eux présente une maladie de type identifiable par un test génétique en raison des situations parfois conflictuelles au sein des familles et des découvertes de non-affiliations connues? Alors, vaste sujet, important. Donc effectivement, il y a un cadre légal qui est en place depuis quelque temps déjà sur l'information à la parentèle et la façon dont on doit ou dont on peut communiquer effectivement la possibilité de faire un test génétique, notamment au sein d'une famille. Et on rappelle que la loi s'est penchée sur ce problème pour renforcer le rôle et la responsabilité du cas index, du probant à qui on annonce pour la première fois dans la famille le résultat génétique. Et effectivement, le médecin n'a pas, en première approche en tout cas, la possibilité de contacter les apparentés qui ne seraient pas au courant directement. Donc le message important, c'est de rappeler que c'est le premier patient dans la famille qui a la charge de diffuser l'information avec l'aide de l'équipe qui l'a vu. Il y a des supports écrits qui sont très utiles dans nos pratiques pour diffuser cette information, une lettre qu'on transmet systématiquement au cas index pour qu'il puisse diffuser l'information. Et donc il y a cet enjeu effectivement d'expliquer au cas index qu'il va avoir, et s'il est d'accord avec le fait de transmettre l'information dans la famille. Dans l'immense majorité des cas, ça se passe très bien comme ça et l'information passe bien. Le fait qu'on puisse être fâché avec tel ou tel apparenté dans la famille, c'est un vrai sujet, effectivement. Et ce support écrit représente une aide considérable pour ça. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, on vous donne la lettre, vous pouvez la photocopier, la diffuser et la donner à vos apparentés, même si vous ne vous entendez pas bien avec eux. Ça permet de transmettre l'information à ce niveau-là. Et dans les cas où vraiment il y a une volonté ou une difficulté à transmettre l'information, la loi prévoit la possibilité que le cas index soit fournisse les coordonnées
de désapparenter pour que le médecin puisse informer la parenté, mais en faisant très attention à garder la confidentialité sur les informations qu'il transmet à la parenté. Et sinon, eh bien, c'est vrai que si le cas index se refuse à faire quoi que ce soit, il peut engager sa responsabilité vis-à-vis de ce qui peut arriver et de la perte de chance qui pourrait survenir chez les apparentés s'ils n'avaient pas été informés de cette possibilité de faire un test ou d'avoir une prise en charge. C'est que dans les maladies cardiogénétiques, il y a une perte de chance. Dans les maladies où il y a un enjeu thérapeutique, en oncogénétique, en cardiogénétique, effectivement, c'est important. Dans nos pratiques, j'avoue qu'on a très rarement quand même des difficultés en tout cas, l'impression. Après, il faudrait peut-être l'évaluer de façon plus fine. Bien, merci beaucoup. Et on va continuer tout à l'heure dans la table ronde. Philippe, si tu restes avec nous dans la table ronde, parce qu'il y a d'autres questions, je pense qu'on pourra y revenir. Là, maintenant, on va accueillir le professeur Laurence Fèvre, qui est PUPH en génétique médicale et les coordinatrices de la Fédération hospitalo-universitaire Transland et animatrice de la filière nationale des santé anti-rare à Dijon. Et elle va nous présenter, son projet était aussi lauréat de la Fondation Maladies Rares, les préférences et représentations des patients et des soignants suite à l'arrivée du séquençage de haut débit dans les soins, l'apport des sciences humaines et sociales. Et je pense que Laurence est une pionnière dans le développement des travaux en collaboration avec les sciences humaines et sociales. Et donc, on l'écoute avec beaucoup d'attention. Merci Marcella et merci. Je vais d'emblée aussi, comme mes collègues, commencer à remercier la Fondation Maladies Rares qui, avec son appel à projet, est arrivée exactement au moment où on se posait des questions dues à l'arrivée du séquençage de débit dans le soin et où on s'est dit qu'il allait être indispensable de travailler en pluridisciplinaire. Et à ce moment-là également, où on a créé une fédération hospitalo-universitaire justement pluridisciplinaire pour répondre à l'ensemble de ces questions. Donc, on va prendre la diapositive suivante. Vous avez donc sur le plateau Françoise Oudaillé Françoise Robert qui est notre binôme dans ses études, qui a été l'une la psychologue au sein du groupe de SHS qui a été très active dans nos travaux. Je crois que les diapositives, vous les avez maintenant. Vous pouvez le séquençage au débit a complètement révolutionné la démarche de diagnostic génétique médical, surtout dans les maladies de développement où ces pathologies sont extrêmement hétérogènes. Alors, ça a été extrêmement surprenant parce que ce séquençage au débit nous a donné un rendement diagnostique complètement inégalé, mais avec effectivement de nombreuses questions qui se sont posées sur le plan psychologique, éthique, sociétal, médico-économique et qui, de façon étonnante, ont vraiment retardé son déploiement dans le soin. Donc, au départ, à l'implantation du séquençage au débit, la France a commencé à prendre un certain retard de par ses réflexions. C'est beaucoup orienté vers du séquençage par panel de gènes plutôt que de se servir du séquençage pangénomique. Et du coup, il nous a semblé complètement nécessaire à ce moment-là de solliciter des chercheurs en sciences humaines et sociales pour répondre à ces questions qu'effectivement, on ne pouvait pas répondre seul. Et donc, c'était évident qu'il était important de s'y mettre puisque, dans tous les cas, on voyait que les prévisions pour les analyses de génome allaient devenir de plus en plus opérationnelles avec des résultats de plus en plus rapides et des examens de moins en moins coûteux. La diapositive suivante. Donc là, on a donc mis en place une équipe pluridisciplinaire qui comprenait des spécialistes en santé publique, en économie de la santé, en éthique, philosophie, sociologie, anthropologie, psychologie, et effectivement aussi des représentants des patients pour répondre aux différentes questions posées. La diapositive suivante. Donc, les questions qui étaient posées étaient à différents niveaux. On avait la question de l'anticipation, avec quelles étaient les préférences des patients en amont potentiellement, mais également, bien sûr, le choix en situation, on sait qu'il peut différer, et puis également les questions en post-annonce. Et c'est vrai que dans la littérature, il y avait très peu de données sur le post-annonce et beaucoup, par contre, dans l'anticipation. La diapositive suivante.
On a donc les questions principales sur lesquelles on s'est ciblé, pas que, mais c'est celles qui ont fait l'état de cet appel à projet, dont je vous montrerai aussi beaucoup les perspectives, sur la question des données additionnelles. Et ces données additionnelles ont été un vrai frein, ont contribué beaucoup à freiner les cliniciens dans l'utilisation de ce séquençage pangénomique. Dans ces données additionnelles, il est indispensable de différencier deux types de données additionnelles. Les données incidentes qui sont finalement des résultats sur lesquels on va tomber dessus, si on veut dire, qui ne vont potentiellement pas être évitables, et à différencier des données secondaires, où là, par contre, on peut proposer aux patients de faire une recherche active de certains résultats au niveau d'une liste prédéfinie. Donc là, on est dans une situation complètement différente, parce qu'on va du coup proposer aux personnes d'avoir des résultats supplémentaires qui ne venaient pas forcément rechercher. Et là, effectivement, on est sur une différence importante par rapport à ce qu'on faisait auparavant dans le soin. Certains pays, en particulier les États-Unis, se sont positionnés vers le fait que tous les laboratoires devaient rendre possible la recherche des données secondaires si les patients le souhaitaient. On a également la question de l'incertitude avec les variants de signification inconnus, mais c'est quelque chose que l'on va assez peu aborder ici. La diapositive suivante. Donc, l'étude qui a été financée par la Fondation Maladies Rares et qui a été le lit des autres études après s'appelle SEQUAPRE. Et l'idée était de regarder les préférences en général, donc des patients essentiellement. On a étudié aussi un petit peu celles des professionnels. Mais je vais surtout vous donner les résultats obtenus sur les patients. Donc, on a fait une situation en amont du séquençage, donc des patients issus des consultations de génétique de Dijon et de Lyon qui pouvaient être susceptibles d'avoir accès au séquençage au débit. Et on a aussi une phase en aval où on allait interroger les patients, cette fois en qualitatif et plus en quantitatif comme en amont, même si c'était un quantitatif un peu particulier avec une analyse des choix discrets, donc un peu des questionnaires un petit peu plus complets et accompagnés. Et donc, on a interrogé après en aval des patients qui avaient eu un diagnostic positif, un diagnostic négatif ou un diagnostic incertain. La diapositive suivante. Donc, les résultats obtenus par cette méthode des choix discrets en amont, du coup, montraient que les familles étaient très intéressées par le maximum d'informations qu'ils pourraient avoir. Ils s'intéressent à avoir des données secondaires, ils s'intéressent à avoir des résultats de variants de signification inconnus et ils s'intéressent également à des demandes de réanalyse qui pourraient être réalisées à l'avenir. Finalement, tout ce qui peut être possible pour maximiser les chances d'avoir un diagnostic puisqu'il s'agit de familles sans diagnostic. Par contre, les familles étaient moins intéressées, ne s'intéressaient pas forcément aux questions du coût, qui influençait relativement peu les résultats et n'étaient pas forcément intéressés par avoir un accompagnement dans l'attente des résultats, ni forcément, et plutôt se référaient finalement au choix du généticien pour les résultats qu'il devrait avoir. La suivante. Dans les résultats qualitatifs, on a mis en évidence le fait que les familles étaient avant tout intéressées par avoir un nom pour leur pathologie. On aurait pu s'attendre à ce que leur motivation principale était potentiellement de trouver un traitement. Donc là, probablement, les messages que l'on délivre sont clairs, puisque c'est vrai que c'est quelque chose que l'on précise d'emblée, que ces résultats vont avoir assez peu d'implications en termes thérapeutiques, par contre peuvent en avoir sur le point de vue du conseil génétique et de la prise en charge. Donc trouver un nom, avoir des réponses, trouver l'origine, améliorer la prise en charge, anticiper l'avenir, connaître l'évolution de la maladie, évaluer les risques, éliminer d'autres diagnostics, le conseil génétique, servir éventuellement aux autres, expliquer aux autres et se sentir moins seul. En cas de résultat négatif et incertain, évidemment, il y a des déceptions, mais on voit quand même que les patients ne lâchent pas l'affaire et puis un vrai renforcement des mécanismes de défense. La diapositive suivante. Alors, ce que je voulais signaler aussi dans c'était donc un focus assez rapide sur cette étude financée pour montrer en fait qu'elle a été le lit de différentes études ensuite. Et ça, je pense que c'est aussi un vrai succès
de ces appels à projets de la Fondation Maladies Rares SHS, c'est de montrer qu'il y a eu de la suite et de la suite importante en l'occurrence sur ce projet. Ça nous a fait en fait pouvoir commencer à mettre un groupe qui a travaillé ensemble avec des résultats qui ont bien marché et qui ont donné plein de perspectives parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je vais vous présenter celle dans le champ du coup des données secondaires, toujours, qui est donc un gros champ d'intérêt. Là, on a, suite à cet appel à projet, écrit un PREPS, donc un projet d'organisation des soins financé par la DGOS, avec 3 centres cette fois, Paris, Pitié en plus de Dijon et Lyon. 340 patients, et là, séquençage au débit dans un but diagnostic, proposition d'accès aux données secondaires de différentes catégories pour les patients, des pathologies à révélation tardive, donc type oncogénétique, cardiogénétique, trouver le statut de porteur hétérozygote de maladies récessives pour des projets de procréation, et enfin, des variants pharmacogénétiques pouvant conduire à des adaptations médicamenteuses. Les patients avaient le choix, en fait, de pouvoir avoir accès à rien du tout ou certaines de ces variants. Diapositive suivante. Donc, cette étude FIND était basée sur des questionnaires et des entretiens. De nouveau, on a aimé apprécier ce design quanti-quali qui permet d'avoir quand même un avis sur un certain nombre de patients, mais permet aussi par le quali d'aller plus en détail sur ce qui traverse les patients. Donc là, on avait donc une consultation médicale d'explication, ensuite une consultation avec un conseiller en génétique complètement ciblé sur les données secondaires, le choix des personnes et puis ensuite les résultats et le suivi du coup à long terme jusqu'à 12 mois post-rendu des personnes qui avaient un résultat positif. Donc là, comme on le disait tout à l'heure, littérature assez pauvre sur l'après. Et donc, ce projet était très ciblé sur l'après, qu'on a d'ailleurs même étendu maintenant à 10 ans, tellement il nous semblait très important d'aller plus loin. Diapositive suivante. Donc, le premier résultat, c'est une étude qui est encore en cours d'exploitation, mais un résultat qui est présent pour le choix de ne pas accéder aux données secondaires, un résultat qui nous paraît très intéressant et qu'on creuse dans une troisième étude dont je vous parle juste après. On a pu montrer avoir l'impression en tout cas que le taux le nombre de patients qui ne souhaitaient pas accéder aux données secondaires pouvait être en partie en lien avec le discours médical qui était porté. C'est vrai qu'on partait à la base sur un avis assez neutre à Dijon et Lyon sur le fait que l'étude devait être menée sur les données secondaires, mais pas d'a priori négatif ou positif. Et avec quelques a priori plutôt très réservés du côté du centre de Paris. Et on voit effectivement qu'on a un taux de refus qui est de 10% supérieur. Diapositive suivante. Donc, Françoise va tout à l'heure vous parler un petit peu des résultats qualitatifs de cette étude, donc je ne vous en parle pas du tout. Et je finis par la dernière étude qui est maintenant débutée et qui est également la suite, en fait, de nos différentes études. Parce que là, on s'est dit, finalement, il faut savoir effectivement travailler sur les personnes qui disent non. Et donc, on a sur une étude qui est adossée au projet pilote du plan France Médecine Génomique de déficience intellectuelle qui s'appelle DEFIDIAG. On propose à tous les patients, donc là avec un nombre de patients bien plus important, 1200 patients, donc 2400 par an. Cette fois, on propose aux parents d'avoir accès aux données secondaires et plus à l'enfant pour essayer de se sortir un peu du fait que c'est compliqué de rendre à un enfant des résultats de pathologie à révélation tardive. Et on va aussi beaucoup s'intéresser au refus, je ne devrais pas appeler ça refus parce que c'est plutôt au choix de ne pas accéder aux données secondaires, avec des questionnaires quanti et quali qui vont être réalisés chez les personnes qui ont préféré ne pas avoir accès à ces données. La diapositive suivante.
notre impression d'influence du discours médical se confirme, puisqu'on a maintenant sur beaucoup plus de centres qui sont participants à cette étude, exactement la même distribution avec des refus qui sont du double ou du triple. Il y a à peu près la moitié des centres qui avaient des réserves, l'autre moitié qui était plutôt neutre, et on retrouve exactement la même distribution avec plus de refus dans les centres qui avaient des grosses réserves. Diapositive suivante. Donc, ma diapositive de discussion, et je conclus, qui est une certaine difficulté à la base par rapport à l'étude de la préférence des patients, parce qu'il y a des soignants qui peuvent qui peuvent estimer, pas tous, mais que les patients peuvent ne pas être capables de prendre leurs décisions parce que c'est des données très complexes. Ça se comprend et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit entendre. C'est vrai qu'il faudrait probablement une consultation extrêmement longue et poussée pour que les personnes puissent avoir toutes les clés pour prendre leurs décisions. Donc ça, c'est un fait important, un élément de discussion important. Un autre élément, c'est les inconnus de la génétique, puisque on a effectivement des situations où des personnes bien connues ont fait séquencer leur génome et il peut y avoir des variations mises en évidence qui peuvent être prédites comme létales alors que c'est quelqu'un qui est en parfaite santé. Et donc, on sait qu'on n'est pas encore optimal dans la compréhension du génome et ça peut être un vrai problème effectivement pour ces données secondaires. Un autre point qui est une leçon d'une autre étude que Françoise a menée, dont on n'a pas eu le temps de parler ici, mais qui est effectivement aussi complètement en lien avec cette première étude CEQUAPRE, qui a été une étude PADAP où on a interrogé du coup des associations de patients sur justement par exemple de cardiogénétique, d'oncogénétique, pour savoir si ils estiment que c'est bien de proposer ce type de recherche aux patients. Et en fait, ils ont été également aussi très réservés en disant que c'était effectivement probablement une double peine. Et puis, on a des situations très complexes qui vont être à explorer aussi dans le domaine du diagnostic prénatal, du diagnostic néonatal urgent, avec des enfants qui ont des malformations, voire même du dépistage néonatal à l'avenir. Donc, diapositive suivante, qui est ma diapositive de fin, qui est donc pour dire que ça a été une belle aventure. C'est une belle aventure parce que ce n'est que le début. Il y a plein de questions autour de séquençage au débit et diagnostic génétique, séquençage au débit SHS, avec une équipe très motivée et plein d'analyses qui se continuent. Donc, encore une fois, grand merci à la Fondation de nous avoir imposé une grosse rigueur de départ et qui nous a permis de continuer dans ce domaine. Merci à tous. Merci à toi, Laurence, pour cet exposé. Je voulais, pendant que les questions arrivent, te poser une question qui me semble très intéressante à t'entendre parler. Quelles seraient les réserves de certaines équipes par rapport à ce type de proposition d'analyse des données secondaires? Comment tu analyserais? Quels seraient les fondements des réserves? Puisque quand on voit les chiffres, l'équipe des paris a refusé, enfin les personnes ont refusé presque un quart, 25% a refusé l'accès aux données secondaires. Quels seraient pour toi les arguments que tu as sentis dans ces équipes dans la manière de proposer? Alors, c'est des réserves que en partie je rejoins, parce que si tu me demandais, Marcella, qu'est-ce qu'il faudrait faire, est-ce qu'il faudrait mettre ces données secondaires en proposition ouverte, je ne saurais même pas quoi te dire à ce jour. Je reste également assez prudente. Parce qu'en fait, les personnes ne viennent pas nous voir pour ça. Les personnes viennent nous voir parce qu'ils ont un enfant porteur d'une maladie rare et ils veulent un résultat. Et effectivement, on va leur proposer autre chose et probablement, ils ne se sentent pas la possibilité en fait, de pouvoir, des fois, de pouvoir effectivement dire non à une proposition. Une proposition en soi est déjà quelque chose qui peut coincer les gens. Les réserves, c'est aussi que
on n'est pas forcément toujours apte à donner des réponses forcément en termes du risque qui va être associé. Et donc, on va effectivement, dans certaines situations, aller inquiéter des familles ou dans des situations, peut-être il n'y aura rien par la suite. Alors, il est vrai aussi que, à l'inverse, les argumentaires des équipes américaines en particulier qui prônent beaucoup pour ces données secondaires, c'est de dire, après, on a un examen qui permet de faire de la prévention, pourquoi s'en passer si les gens le souhaitent? Mais après, c'est vrai qu'on est tous d'accord que l'information des familles n'est pas une information qui permet de leur donner toutes les billes pour répondre. Et probablement qu'il faudrait au minimum qu'il y ait une deuxième consultation dissociée après la consultation médicale, probablement avec un conseiller en génétique, pour vraiment essayer qu'ils puissent prendre plus le temps de réfléchir à ça. Et je crois que le point principal, c'est qu'ils ne viennent pas chercher ça. D'accord. Une dernière question, Laurence, mais je te demande de répondre d'une manière synthétique parce qu'on a un tout petit peu dépassé le temps. Quelle est votre hypothèse de départ? Pourquoi vous avez changé des cibles? Pourquoi maintenant vous proposerez l'examen les données secondaires aux parents et pas à l'enfant? Essentiellement parce que effectivement les pathologies les plus ciblées sont des pathologies à révélation tardive et que c'est un vrai problème par rapport à nos règles de diagnostic présymptomatique en France qui ne donnent pas accès à ce type de résultats chez les enfants. D'accord. Bon. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura le temps de discuter tout à l'heure avec Françoise. On vous remercie tous les trois, Federico, Philippe et Laurence, pour ces 3 exposés que je suis sûre vont susciter des questions. Et on va faire une petite pause, je pense, et on va passer à la table ronde.